Bonjour, cette vidéo est intitulée Principe des chatons et du certigriffe. Donc je vais discuter un petit moment sur la théorie et après avec des photos pour expliquer la mise en pratique de cette théorie. Donc le certigriffe. Le certigriffe a comme objectif de présenter solidement les pierres avec le minimum de métal visible. Ça, c'est l'objectif de la joaillerie. Une pierre doit être présentée, elle doit tenir très bien et les griffes doivent tenir la pierre, l'empêcher de monter et la ceinture et la structure du chaton empêcher la pierre de descendre et d'aller à gauche, à droite, d'avancer ou de reculer. Donc des griffes empêchent de remonter vers le haut. Donc la structure même du chaton étant, elle, invisible vue de face. Je continue. Les chatons. Il y a plusieurs sortes de chatons. Je vais surtout parler des chatons faits à la main. Donc il existe des chatons mécaniques, j'en parlerai une autre fois, un autre jour, parce que les chatons mécaniques ne s'utilisent pas sur les bagues, ils s'utilisent essentiellement en boucle d'oreille, en broche et dans certains colliers, mais jamais sur des bracelets et jamais sur des bagues. Les chatons illusion, ce sont des chatons anciens qui avaient comme objectif de présenter une pierre sur une surface gondolée, miroitée, polyvif, pour donner l'illusion qu'une pierre plus petite était en fait plus grande. C'est des chatons qui reviennent un petit peu à la mode, mais on les voyait surtout dans des temps plus anciens. Et les chatons faits à la main avec des principes que je vais vous expliquer. Donc, dans les chatons faits à la main, il y a, je dirais, deux optiques qui nécessitent un peu plus de temps pour l'une que pour l'autre. Donc, un chaton qui peut être plein, c'est-à-dire une base conique, toujours pour que le métal soit en retrait. Et sur cette structure sera soudée une ou plusieurs, enfin, 2, 3, 4, 5 griffes, bien sûr, ou ajourées. Et les chatons ajourés donc sont composés de deux parties, la ceinture, le battage et bien sûr les griffes. Pour les ceintures, elles peuvent être faites avec une section plus ou moins rectangulaire, avec un angle pour que la pierre descende et un battage. Et cette ceinture peut être faite avec du fil rond ou un fil laminé par exemple, ou une rondelle, et le battage peut être avec un plané ou un fil rond. Personnellement, les battages avec le fil rond, je les aime pas beaucoup parce qu'il faut beaucoup enlever pour descendre la pierre et on se retrouve avec une ceinture extrêmement fragile. Donc il est beaucoup plus intéressant de faire une ceinture en plané, avec une rondelle, avec du fil laminé, peu importe, mais de sorte à avoir une structure qui a plus de hauteur que de largeur. Et comme ça, malgré l'angle, il reste suffisamment pour que la ceinture soit très solide. Donc, la ceinture, il y a 3 moyens de fabriquer des ceintures en joaillerie, mais 3 moyens et ça permet de monter toutes les pierres. Donc on peut, dans un premier temps, se servir d'un fil rond ou d'un fil carré. Un fil rond a l'avantage, surtout pour les petites pierres, qu'on peut tenir avec un roule-goupille. Avec le roule-goupille, trouver facilement l'emplacement nord, sud, est, ouest pour les griffes, et ensuite il restera tracé. Donc si on prend un fil rond, qu'on le tient et qu'on lime cette partie ici conique, il est assez facile après de découper ici pour séparer la partie conique avec déjà tracé et on pourra fabriquer à la lime quelque chose de parfaitement régulier. On peut le faire aussi avec un fil carré qui permet à ce moment de monter par exemple une pierre, un diamant princesse. Donc à partir d'un fil rond ou carré, beaucoup de chatons sont possibles avec ou sans partie ajourée et c'est extrêmement facile mais pour les petites pierres. Ensuite pour les pierres plus grandes, il vaut mieux passer par une rondelle sans soudure, un peu comme on le fait pour des joncs ou des alliances sans soudure et on peut faire varier la largeur ici de la rondelle de manière à faire varier la hauteur de la ceinture une fois terminée. Ensuite, la troisième manière, qui est intéressante pour de grosses pierres, mais surtout intéressante pour toutes les autres formes de pierres, parce qu'à partir d'un plané qui est découpé, on peut ajuster
une pierre carrée, mais une pierre rectangle, une pierre hexagonale, une pierre triangulaire. Toutes les formes de pierre sont possibles à partir d'un plané pour fabriquer une pierre, la descendre. Il y aura une photo tout à l'heure, je vous montrerai. Pour, à partir d'un plané, fabriquer une ceinture qui sera la base du chaton sur lequel il faudra ajouter simplement le battage. Maintenant, une question qui se pose toujours lorsqu'on fait un chaton ajouré, c'est quel espace doit-il y avoir entre la ceinture et le battage? Eh bien, cet espace, il est d'abord réfléchi à partir de la hauteur de la pierre, entre surtout le feuilletis et la pointe de culasse. Parce qu'en joaillerie, jamais on ne doit avoir une pointe de culasse qui dépasse en dessous, que ce soit un pendentif ou une bague. Si on a une bague, eh bien, la pointe de culasse ne doit pas dépasser. Elle ne doit pas toucher le doigt ou toucher la peau lorsque c'est un pendentif. Donc, ça, c'est un principe à respecter. Et pour monter ces deux structures, la ceinture et le battage, on peut provisoirement attacher une section rectangulaire ou un plané plié. Il y aura une photo tout à l'heure sur cette technique, de manière à ce que, étant attaché provisoirement, on puisse souder une première griffe en place. Une fois qu'une griffe est soudée, c'est beaucoup plus facile de souder une autre en face, vu qu'on aura marqué les emplacements de chacune des futures griffes. Et on a la certitude d'avoir un parallélisme parfait entre le haut et le bas, et aussi avoir la certitude aussi que le battage se trouve au centre de la ceinture. Ensuite, les griffes. Alors, les griffes... pour une bague entourage, par exemple, elles seront, vous aurez des griffes qui vont recouvrir seule une partie de la pierre ou des griffes qui vont être partagées sur deux pierres. Donc, quand on partage sur deux pierres, relativement souvent, les griffes intérieures par rapport aux griffes extérieures, ici on aura, disons, par exemple, 7 dixièmes. Eh bien, si on a 7 dixièmes ici on mettra 8 dixièmes parce que cette griffe sera affinée un peu plus à la base, à gauche et à droite, parce qu'une fois rabattue, elle va tenir les deux pierres. Tandis qu'ici, cette pierre va tenir qu'un seul emplacement, elle n'a qu'un seul travail à faire, tandis que cette griffe a un travail double à faire. La plupart des cas de figure pour les bagues entourage, on voit parfois 3 griffes, 2 à l'intérieur et une extérieure. Donc la pierre est tenue par 3 griffes, celle-ci étant partagée comme ici, étant partagée sur la pierre de gauche et de droite, ou alors 4 griffes, ce qui est assez fréquent. Personnellement, j'aime bien quand il y a 4 griffes et une autre à l'extérieur, parce que c'est extrêmement solide et la griffe extérieure protège les feuilletis, protège des accidents, des chocs ou autres. Et lorsque, rarement, ça c'est beaucoup plus rare, dans les bagues double entourage de diamants, donc vous avez une pierre ici, et puis des diamants double rangés ou triple, eh bien à ce moment, les griffes aussi ici sont des griffes qui sont un peu plus fortes, de manière à être creusées à la base pour que la pierre vienne se loger, et puis finir le sertissage extérieur par soit des griffes comme ceci, ou même une griffe à l'extérieur. Ensuite, les doubles griffes. Alors, une double griffe, ça, c'est un truc qui... bon, ça ici, c'est faux. Là, j'avais autre chose en tête. Et la double griffe, en fait, c'est un fil carré qui est laminé rectangle et qui permet de fabriquer une griffe qui, de profil, se trouve à être un peu comme ceci. La partie la plus large étant au niveau du feuilletis, et à partir du feuilletis, la griffe diminue, de même qu'à partir d'ici, elle diminue en largeur aussi. Donc la partie du haut qui va donner 2 griffes est en fait découpée à la scie, une scie 8-0, c'est-à-dire l'espace entre les 2 griffes est plutôt faible, et à partir du feuilletis, c'est un trait de scie, mais surtout un trait de gravure qui diminue à 0 jusqu'à la base du battage. Donc le certi double griffe, on le rencontre surtout sur des bagues avec des pierres assez importantes. Donc ça peut être 4 double griffes ou 6 double griffes. J'ai une photo tout à l'heure de cette technique. L'emplacement des griffes, ça c'est à coup sûr la chose la plus importante à comprendre pour un certi-griffe. Une griffe, ce n'est pas quelque chose qui serait posé par exemple ici. Ça c'est une erreur. Une griffe
doit envahir l'espace de la pierre ou la pierre envahir l'espace de la griffe, de sorte à ce que lorsque la griffe est en place par rapport à la ceinture ici, eh bien, il faudra absolument pour descendre la pierre, de sorte à ce que la pierre vienne appuyer ici sur le haut de la ceinture, il faudra creuser ici légèrement pour que la pierre descende et créer ici une petite faiblesse de manière à ce qu'une fois que la griffe sera rabattue, on la coupera à la bonne longueur et on limera l'extérieur avec un profil parfaitement bien maîtrisé, donc un demi-cercle ou pour faire une demi-boule ou pour faire une tête de griffe en forme d'ogive ou lors de griffes carrées ou rectangles, un profil plutôt de ce genre. Une erreur que je vois très souvent, et d'ailleurs c'est en plus d'être moche, c'est fragile, ce sont des griffes ogives mais très longues. Je ne comprends pas qu'en haute joaillerie, on fasse des griffes qui montent longtemps sur la pierre, parce qu'en montant longtemps, donc sur une grande distance sur la pierre, mais c'est des griffes qui vont être extrêmement fragiles à la pointe. Le moindre choc vont les tordre. D'ailleurs, souvent sur des bijoux, même neufs parfois, on voit que les griffes sont un peu tordues à la pointe. C'est une erreur. Je trouve qu'il vaut mieux faire une pointe d'ogive plutôt courte, parce que l'objectif justement en joaillerie, c'est que les pierres donnent l'impression d'être montées avec très peu de métal visible. Donc une griffe, une fois rabattue, doit être courte. Une griffe qui est longue, c'est toujours une erreur, parce qu'il ne sert à rien que la griffe soit trop longue. Voilà. Donc la chose importante, c'est ça, c'est que comprendre que la griffe doit envahir l'espace de la pierre ou la pierre l'espace de la griffe. Ça permet ensuite de rabattre le métal et d'arriver à un résultat très propre et très solide. Voilà, alors quelques photos pour comprendre. Ici, c'est une bague avec un certigriffe. On voit bien qu'ici, il n'y a pas de partie ajourée. Donc, que ce soit une bague ou un chaton tout seul, on peut avoir une base de chaton qui est pleine avec simplement les griffes qui sont fraisées et qui rentrent à l'intérieur de la structure. Donc, on voit que ces griffes, avant d'être abattues, elles envahissaient légèrement l'espace circulaire des diamants. Ici, un chaton toujours sans partie ajourée. Donc, la base de la griffe ici, on voit que ici il y a une toute petite épaisseur plate tout autour. Et le bord de la griffe vient toucher la bordure. Donc, pour remettre la pierre en place, il va falloir creuser quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, une zone ici qui va être creusée avec une échoppe plate pour pouvoir descendre la pierre, la poser et ensuite, vu qu'on aura creusé ici un petit peu, ensuite pouvoir rabattre la griffe facilement, la couper, la sculpter. Donc ici, on voit ce que donnent les griffes une fois rabattues. Donc les griffes, ce sont presque toujours des leviers d'une longueur un peu plus grande qu'une fois terminées, de sorte à avoir facile à rabattre. Et une fois qu'elles sont bien rabattues et qu'on voit que là, ici, on touche vraiment la pierre, ben, il suffit de les couper et de les sculpter. Donc au final, on a quelque chose du genre. À noter qu'avec des photos, on voit bien qu'on peut faire mieux. On voit bien qu'il y a des petits défauts qui se cachent. Mais en réalité, cette pierre, c'est peut-être un diamant de 30 points. Donc, une photo agrandie, c'est toujours très sévère comme résultat. Donc, ici, un chaton avec une partie ajourée. Donc ça, c'est un chaton qui est fabriqué à partir d'un cercle, d'un battage qui est découpé dans une rondelle. Donc la rondelle n'a aucune soudure et les griffes sont posées une à une avec un intermédiaire comme j'ai montré tout à l'heure. Ici, une autre manière de faire, au lieu de mettre un plané plat, c'est simplement un plané qui est plié en forme de V, qui permet 4 points d'appui pour avoir un parallélisme absolu entre la ceinture et le battage. Les emplacements des griffes ont été marqués et les deux premières griffes sont simplement soudées à partir de fils parfaitement droits que j'ai pliés. Et dans ce genre de situation, en général, une fois que ça c'est comme ça, j'attache et je fais 2 soudures pour ensuite vérifier si l'autre côté est vraiment parallèle. Donc ce qui me permet de modifier un petit peu ici à la pince si jamais il y avait besoin. Mais en faisant comme ça, on est certain d'avoir une très grande rigueur et le début d'un chaton qui permet de souder les autres griffes très facilement, vu que une fois que vous avez 4 soudures de fait sur une structure du genre, c'est facile de fraiser à la fois la fraise fissure et avec une lime coulisse pour souder les autres griffes. Donc on voit ici le même chaton qui avec
8 griffes, c'est pour des boucles d'oreilles citrine. Et on voit ici que la pierre ne touche pas la ceinture, qu'elle est un petit peu dans l'espace. Donc il faudrait creuser un petit peu les griffes pour qu'elles descendent et pouvoir ensuite les rebattre. Donc on voit ici ce que ça donne. La pierre maintenant touche et puis les griffes ont été limées en forme d'ogive. Donc c'est une pierre qui est très ajourée, la lumière passe de partout et c'est très léger parce que c'était pour des boucles d'oreilles. Donc il n'y avait pas de raison de faire des ceintures très épaisses ou très profondes. Donc voilà le résultat une fois serti. Alors ici, le cas d'une bague entourage justement, avec les griffes intérieures qui ont un diamètre plus grand. Donc ici, je crois, si je me rappelle bien, on était à 7 dixièmes et ici 8. Parce que cette griffe ici doit être creusée légèrement de petites encoches qui permettent au diamant extérieur de se glisser à la base de chacune de ces griffes et d'être serti ensuite par des griffes qui sont rajoutées ici comme ça, comme on va le voir sur les photos suivantes. Donc ici, les diamants sont en place et ils rentrent, ils s'appuient sur la base et puis ils rentrent ici dans une encoche. Alors à noter que bien sûr, cette partie qu'on appelle, disons, des ceintures communes, elles sont découpées avant de souder les griffes. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Si on fait autrement, eh bien, on a des ennuis. Ensuite, donc ici, c'est toujours cette même bague avec les griffes qui finalement se trouvent, les griffes extérieures ont un angle différent de celles-ci. Celles-ci sont un peu plus relevées, celles-ci sont un soupçon plus couché. Et à noter que quand j'avais fabriqué cette bague, que toute cette partie-là ici était d'une seule pièce. Ça, c'est d'une seule pièce, c'était comme ça. Donc, avec ce genre de technique, j'ai la certitude que la base de cette bague, si un jour il fallait agrandir ou même diminuer, eh bien, tout ça se forme un bloc extrêmement rigide qui ne pourra pas céder vu que ici il n'y a pas de soudure entre le panier et le corps de bague. Les soudures sont repoussées à la base des palmettes. Voilà ce que ça donne. Donc là, on comprend bien que effectivement, les griffes ici ont envahi l'espace des diamants, ont été creusés pour pouvoir les rabattre et mettre le tout en place. Et la pierre du centre, bien sûr, doit être plus grande, parce que si la pierre du centre a la même dimension que les pierres ici, ben, elle va tomber dans le fond et ce ne sera pas joli. Donc ici, un plané qui a servi à faire une mise en pierre pour un diamant taille émeraude. Donc dans un plané parfaitement plat, dont la largeur est légèrement inférieure à la largeur de cette taille émeraude, eh bien à la scie, il est facile d'ouvrir et d'être parfaitement parallèle. Et ça permet de fabriquer une ceinture, ensuite de couper ici, et avant de préparer un battage et même de préparer l'emplacement des griffes. Donc on voit ici le chaton une fois terminé. Donc ça a été découpé dans un plané. Les griffes ont envahi légèrement ici les angles. Le battage a été ajouté avec une partie provisoire pour pouvoir souder les premières griffes et se retrouver avec un chaton qui est extrêmement solide, très précis. Et une fois serti, eh bien, on ne voit que la pierre et les griffes, mais pas le battage. Donc ici, c'est un serti double griffe. Qui est terminé de sculpter pour ce qui est du profil, mais pas pour ce qui est de l'arrondi. Donc ça, c'est une étape qui précède la fin de la sculpture des griffes. Alors une pierre comme ça, je crois que c'était un peu plus de 2 carats. Donc dans ce genre de pierre, double griffe, ça donne un style un petit peu ancien, mais c'est surtout extrêmement solide parce que la pierre sera vraiment protégée de moindres chocs. Donc on voit ce que ça donne une fois terminé. Ensuite ici, un chaton qui lui a été fabriqué à partir d'un tube sans soudure et où j'ai découpé une partie, donc on voit ici les traits de scie, et j'ai ajouré ici à la scie complètement, passé au papier d'émery l'intérieur de la ceinture et l'intérieur du battage, de sorte à souder une première griffe, ensuite enlever la partie qui est ici, pour pouvoir souder une autre griffe. En général, je le fais en face. Et donc là, ici, c'est un chaton avec 6 griffes. Ça a l'avantage de pouvoir faire des chatons de toutes les hauteurs, de tous les diamètres, sans aucune soudure, hormis les soudures pour des griffes qui, elles, sont encranées suffisamment pour être bien solides.
Voici donc le chaton en question avec les 6 griffes. Donc on voit quand la pierre est posée, on voit bien que cette pierre déborde un tout petit peu l'emplacement de la ceinture. Parce que la ceinture ne doit jamais être visible vue de face. Si elle est visible, ça veut dire qu'on utilise un chaton trop grand, comme le font ceux qui utilisent des moulages. Et ça, c'est catastrophe. Donc une fois terminé, on voit ici par exemple que ça aurait pu être un peu plus précis. Donc comme je vous dis, une photo, c'est... Les photos en gros plan montrent des détails et montrent que ici, ben, j'aurais pu faire mieux. C'est une autre méthode pour mettre des griffes au bon emplacement. Donc une ceinture sans soudure, un plané qui fera le battage, une partie, un fil carré qui est mis en U pour tenir l'espacement et deux grandes griffes d'un seul tenant qui permet de descendre lentement les 3 éléments et une fois que ça se bloque serré, on peut faire 2 premières soudures, vérifier ensuite, par exemple ici j'avais fait 7 soudures en premier et l'autre de l'autre côté, pour ensuite remettre en place le battage avec l'espacement de manière à bloquer tout ça ensemble pour faire après la 3e et la 4e soudure. Ensuite couper le tout, ouvrir à la scie le battage ici pour finir par souder les 2 autres griffes. Donc ça c'était une méthode un peu différente à cause des 2 grandes griffes, mais l'important c'est d'avoir une très grande rigueur à toutes les étapes entre ceinture et battage de manière à ce que tout soit parfaitement d'aplomb. Donc pour terminer cette vidéo, le plus important à retenir, la bordure, le feuilletis, doit envahir un peu l'emplacement de la griffe. C'est à cette condition que l'on pourra rabattre la griffe facilement et que la distance à parcourir entre la griffe rabattue sera la plus courte possible. Parce que si une griffe est très loin et si elle est plus loin que la pierre, eh bien une fois fini, vous aurez quelque chose de désespérant, quelque chose qui prend trop de longueur et qui va manquer de solidité. Donc une griffe qui est placée comme ce croquis, vous aurez des chatons extrêmement solides et au final, vous aurez un produit où vous serez pleinement satisfait. Donc, le message que je passe très souvent dans mes vidéos et dans mes écrits, c'est une rigueur dans toutes les étapes et surtout aussi comprendre les principes. Si on ne respecte pas les principes de joaillerie, eh bien on fait de l'à peu près. Et l'à peu près, c'est pas très joli. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous sera utile. Et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas, je réponds toujours.